Bonsoir. Merci d'être, c'est peu de le dire, si nombreuses et nombreux pour cette carte blanche à Radu Jude qui est là, donc je vous laisse l'accueillir comme il se doit. Donc comme vous le savez, vous allez voir Traité de bave et d'éternité d'Isidore Izouk, un film que j'aime beaucoup, mais c'est un choix audacieux, comme on s'y attendait avec le cinéma de Radu, c'est très cohérent. Et vous avez la chance de le découvrir en 35 mm, voilà, donc c'est particulièrement une belle séance. Je laisse Victor Morozov, qui est critique de cinéma, dire quelques mots, et ensuite Radu surtout présenter la séance. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Juste un petit mot par rapport au fonctionnement de cette séance qui sera en 3 temps. Du coup, dans un deuxième temps, on va regarder le film bien sûr, et après il y aura une discussion en compagnie d'Occitan Lacurie et de Moritz Pfeiffer, critique de film. Donc on vous encourage de rester pour ce débat-là. Parce que, en effet, je vous encourage de partir peut-être dans l'esprit du film. On ne peut pas rester après le film en discussion comme ça. Tout le monde part et il reste. Pas de problème, c'est votre choix. Vous êtes libre de partir aussi, absolument. Mais c'est vrai qu'on voulait mettre en rapport, mettre en regard ce film, le lettrisme en soi, l'héritage de ce mouvement. Son actualité, si on peut dire, avec ce que tu fais en ce moment, Radu. On est très ravis que tu sois là avec nous. Alors, sans dire plus, je te laisse présenter ce film que je sais tu affectionnes beaucoup. Tu as déjà présenté ce film en Roumanie, en France aussi. Alors, oui, en effet, merci beaucoup pour cette occasion. À un certain moment, Victor ne voulait pas le dire publiquement. Il m'a dit... peut-être je ne dis pas que c'est nous qui t'ont proposé de choisir ce film. Je me suis dit oui, c'est parce que dans ma mémoire c'était moi qui ai proposé le film. Mais c'est peut-être que c'était leur idée ou la film galerie qui est revoir. Mais bien sûr, je dirais oui chaque jour pour présenter ce film si c'est possible. Et je pense que l'histoire de la présentation de film dit quelque chose. Je l'ai présenté en Roumanie une fois, pour 20-30 jeunes dans les salles, et c'était aucune réaction. Je l'ai présenté une deuxième fois à Toulouse, dans un festival où aussi ils m'ont donné une carte blanche. C'est un festival d'humour, quelque chose comme Fifi Gros. Bon, et c'était 5-6 personnes dans la salle très consternées. Bon, j'ai trouvé un peu idiote, mais bon. Donc j'attendais que ça serait un peu comme ça, mais ici je suis extrêmement touché de voir. Et la troisième fois, j'ai donné des cours à l'université de San Sebastián Tabacalera et j'ai montré à des étudiants. Et les étudiants étaient très très fâchés contre le film. C'est pas possible, cette idéologie, parler comme ça, c'est un malade à tête qui a fait le film, je sais pas pourquoi. Donc j'ai à peine échappé d'être viré pour des mauvais comportements. Donc ici c'est la 4e fois que je fais ça et je suis très heureux que c'est plein. Je dis rien sur le film parce que bien sûr que vous connaissez tous. Je dirais une anecdote qui peut-être pas tout le monde connaît, mais si le monde connaît, je m'excuse. Je ne sais pas, peut-être M. Narboni, qui a un goût pour ce type d'histoire, connaît, mais sinon, quand même, je le dis. Donc, l'histoire, c'est que Izou, qui était un juif de Roumanie, quand il était, je pense qu'il avait 15 ans, autour de cet âge, il a été arrêté
pendant ce qu'on appelle la rébellion légionnaire, ça veut dire c'était un pogrom organisé en janvier 1941 à Bucarest. Il a été arrêté et il a été torturé pendant des jours et des jours et des jours. Et à un certain moment, il était presque fusillé avec un groupe des autres juifs qui étaient torturés après fusillés. Mais il a été laissé partir à cause de son âge un peu jeune. Bon, il était pas sauvé, mais pas exécuté. Je ne sais pas comment dire en français. Et donc, vous pouvez trouver ces informations dans un livre de quelqu'un qui s'appelle Moscovici, qui a été un ami de lui de l'époque. Il parle de ça. Je ne me souviens pas le prénom de cette Moscovici, je pense Serge Moscovici. Parce que c'est deux Moscovici connus ici. Je ne sais pas c'est qui est bon. Et après, c'est beaucoup de spéculations de cette Moscovici. Si le lettrisme et tout ça ne vient pas en partie quand même de cette expérience qui a bien sûr marqué, a toujours Izou et que cette destruction de langage, destruction de tout ce qu'il a fait, ce désir de casser, viennent en partie de cette expérience. Donc je ne sais pas si c'est comme ça, mais quand je vois le film, j'ai l'impression que même si c'est un peu forcé, c'est possible d'être vrai d'une certaine manière, je ne sais pas. Bon, ça c'est tout. Je vous laisse à regarder le film que j'aime énormément. C'est aussi cette question qui est un peu, je sais pas, dans une interview avec Godard, vers la fin de sa vie, je pense seulement, il dit une fois, c'est moi qui j'ai trouvé ça, peut-être il y a plus, il dit qu'il n'a même pas aimé beaucoup Debord parce que c'est trop de littérature là-bas, mais que lui et Éric Rohmer ont aimé Traité de bave et d'éternité, parce que je pense aussi, j'ai tout le temps pensé, j'ai découvert le film, bon, pas, il y a, je sais pas, 20 ans, 15 années, et j'ai pensé tout le temps qu'il y a une liaison avec la nouvelle vague, je sais pas, avant la lettre, un peu, je sais pas. Il y a, c'est ça, c'est tout. Et Mica Gherghescu, qui est une présentatrice de centre conservatrice, pardon, de centre Pompidou, m'a dit que ça existe, voilà, et j'ai trouvé un numéro hors série, Maurice Lemaître, je ne sais pas c'est quoi ça, les cahiers du Musée national d'art moderne. Si ça vous intéresse, les autres lettristes, bon, j'ai pas lu, j'ai lu le livre de Frédéric Acquaviva qui était ici, un petit livre de Nicole Brenez que j'ai acheté il y a quelques années, donc bon, c'est pas beaucoup de choses ici, ça doit être beaucoup plus. Merci beaucoup à tout le monde et je vous souhaite une bonne séance. Je regrette énormément que je ne peux pas rester voir le film ici. Je dois présenter un de mes films minables dans une autre place. Donc, à bientôt.
Alors, on va essayer d'être concis parce que déjà c'est assez ingrat comme geste de parler en tant que critique de cinéma après ce film, de mettre des mots, des discours sur ces images. Et j'aimerais commencer un peu par l'autre bout, plutôt par, je sais pas si c'est la fin ou le début, mais je vous ai invité à vous en parler de cet objet qui est le film Traité de bave et d'éternité, non pas tant un spécialiste, pas seulement un spécialiste de la pensée, de la pratique d'Izou ou du lettrisme en général, mais surtout en tant qu'admirateur et critique et écrivant sur le cinéma de Radu Jude depuis longtemps. Et peut-être commencer par là, en fait, par des parallèles que vous voyez. Moi, ça m'a quand même sauté aux yeux des ponts à faire. Et je sais que c'est peut-être pas singulier que quelque chose se met en place, puisqu'il y a 2 jours déjà, une rencontre avec Radu Jude, Lodi Tamayo et Mika Gheorghescu au Centre Pompidou, essayer de mettre un peu la pratique de Radu dans le sillage de l'avant-garde roumaine. Bon, Izou, il a 25 ans, 26 ans à peine quand il réalise ce film, et donc d'une précocité assez invraisemblable. Il vient du nord-est de Roumanie originellement. Il s'installe en France en 1945. Donc voilà, parlons de ça, partons de ça. Comment voyez-vous les choses à partir du présent et de ce qui reste un peu de cet héritage? Il m'a fait signe de me lancer en premier, ce qui est là aussi un geste un peu compliqué, mais oui. Alors, moi, il y a plusieurs choses qui me semblent intéressantes par rapport à la pratique d'Izou, et peut-être je suis influencée par la conversation qu'il y avait tout à l'heure à la Film Galerie, qui est peut-être le truc qui saute immédiatement aux yeux, c'est la dégradation des images, enfin le geste discrépant, enfin non, discrépant c'est plutôt la différence entre le son-image, plutôt le geste ciselant, enfin qui dans la pensée plus globalement d'Izou revient à l'idée d'une épure de l'art par son propre pourrissement d'une certaine manière pour qu'il atteigne le stade d'après, parce qu'il a une vision presque biologique de l'évolution d'un art, voilà. Donc j'ai l'impression qu'il y a ça qui est commun, même si je pense que Radu Jude il est pas saisi de ce démon de la théorie qui est celui d'Izou, mais qui est aussi, qui marque aussi une époque. Enfin, il y a un truc, j'ai perçu dans la salle que tout le monde riait à ces grandes tirades théoriques, à cette espèce de méta-discours qui est sans cesse surimposé sur le film. Et puis il y a l'autre chose qui apparaît immédiatement dans la première partie, c'est la dimension de l'errance urbaine, enfin qui évoque assez fortement les 2 films qui mettent en scène un personnage féminin qui erre dans Bucarest, je pense donc à Bad Luck Banging et à N'attendez pas trop, qui mettent en scène un personnage féminin. Et là, ce serait peut-être la différence radicale en fait entre Izou et Jude, c'est le fait que la structuration du personnage en poète se fait contre le personnage féminin, se fait dans un rapport de violence vis-à-vis du personnage féminin, là où chez Radu Jude c'est complètement l'inverse, j'aurais envie de dire, c'est-à-dire que le regard qui est porté sur la ville, sur l'art, sur les images, etc. se fait depuis
la place d'un personnage féminin qui prend en charge la dimension critique, quoi. Voilà, pour commencer. Donc la relation entre ce film et les films de Jude, pour moi, c'est intéressant que ce que Radu a évoqué en début de cette séance, qu'il retrouve là-dedans une façon à digérer le traumatisme qu'a vécu les réalisateurs quand il était jeune, pendant les pogroms en Roumanie, et que le lettrisme en soi est une sorte de manière de peut-être traiter ces traumatismes dans la façon que la parole ou les mots ont perdu de sens, et qu'après Auschwitz, il n'y a plus de poésie. Donc c'est dans cette manière que je vois aussi le film, et c'est intéressant que pour Radu en Roumanie, le premier réalisateur a traité les traumas d'une façon directe. Donc pour moi, il y a une continuation, surtout dans ce sens-là. Peut-être, je veux bien ajouter un truc à ce propos. J'ai revu tout à l'heure, quand on était à la galerie, aussi le titre du livre qui vient de sortir aux éditions de l'Œil, qui est La mort du cinéma peut attendre, et qui rejoint, dans les textes, justement, je parlais des textes théoriques d'Izou qui sont hyper foisonnants, etc., cette idée qui est assez en opposition avec ce qui a pu se dire tout au long de la fin du XXe siècle, sur l'idée que le cinéma était mort, etc. Izou, il est très en opposition avec ça, y compris dans ce texte des années 80, où il juge réactionnaire, tous ces discours sur la mort du cinéma, et où j'ai l'impression que là où il y aurait aussi un point de connexion avec le cinéma de Radu Jude, c'est le désir de l'expérimentation et potentiellement d'aller puiser dans des formes populaires. Bon, là, en l'occurrence, la plus évidente, ce serait peut-être le jazz, ou en tout cas le rapport de la jeunesse du quartier latin avec le jazz, mais oui, il y aurait quelque chose de cet ordre-là, et aussi avec quelque chose qui a à voir avec l'ego trip, puisque on a bien vu comment Izou parlait de lui-même. Oui, il y a un autre aspect qui m'intéresse, peut-être que vous avez des réflexions là-dessus. C'est cette relation assez tendue, assez paradoxale entre le cinéma et l'anti-cinéma, en fait. Et que détruire le cinéma, c'est pas juste parce qu'il est plus facile que de tuer des passants, comme disait Guy Debord après, c'est aussi parce que ça permet en fait d'atteindre une vérité du cinéma en fait, qui n'est pas là ou qui n'est plus là comme pour la génération des pionniers. Donc c'est assez intéressant que au début des années 50, il a cette conscience de venir après, de venir même trop tard, qui va ensuite un peu iriser l'histoire du cinéma. Mais pour revenir, et de la cinéphilie aussi, mais pour revenir à cette question de l'anti-cinéma, je pense aussi que ce que Radu Jude travaille de plus en plus depuis quelques années, et ça va sauter aux yeux aussi, je pense, dans Dracula, c'est cette idée que la bêtise, la vulgarité, la destruction du cinéma sont non seulement la vérité du cinéma, mais qu'elle requiert aussi de la part des spectateurs un travail d'éducation en fait, un travail de pour apprécier ça et pour apprécier cette radicalité-là, le fromage qui pue en quelque sorte du cinéma, il faut aussi passer par ce truc qui est de relier le high et le low, hein, c'est-à-dire une forme d'avant-garde si on veut, assez raréfiée, assez politisée, assez radical encore une fois, avec le populaire et des contenus méprisés, je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Oui, c'est intéressant parce que le film commence en hommage avec les grands noms. Clairement, Izou veut faire partir d'un canon de Buñuel, Eisenstein, et il veut présenter son film à Cannes, mais il n'est pas sélectionné, mais il harcèle les gens pour quand même qu'il soit montré dans une sorte de
présentation off qui dure plus que ce qu'on a vu, qui est coupé au milieu. Les spectateurs ne regardent qu'un écran noir et une cacophonie, donc c'est la folie. Et ils se nourrissent aussi de ce scandale pour ensuite montrer le film à Paris et montrer que voilà, je suis l'enfant terrible de l'art. Mais c'est vrai qu'il y a un paradoxe là-dedans parce qu'on ne peut pas être à la fois celui qui brise, qui détruit et quelqu'un qui soit reconnu. Et du coup, je pense que pour Izu, c'est une sorte de cercle vicieux qui pousse aussi à la santé mentale et qui je pense, et j'espère pour Radu le fait un peu différer du réalisateur roumain qui, même si il pousse ce que c'est le cinéma aujourd'hui à des limites et il se réinvente sans cesse, reste quand même, quand il est sélectionné dans des festivals, il est invité au Pompidou. Izu, il a connu sa rétrospective au Pompidou après sa mort, donc je pense qu'il y a quand même une différence là-dedans. Ouais, par rapport à l'éducation, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est assez paradoxal et qui d'ailleurs c'est un paradoxe qui est travaillé notamment par Izu entre effectivement l'idée que c'est à la fois quelque chose qui relève de la haute culture mais en même temps qui prétend sans cesse avoir quelque chose de primitif. Enfin, et d'ailleurs, ça me faisait penser, justement, tu parles du Centre Pompidou, à l'exposition Paris Noir, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de la voir, mais dans laquelle on voyait bien à quel point voilà, les avant-gardes picturales, en tout cas de la même période, étaient influencées par les arts venus du Sud et par des techniques picturales dites primitives à l'époque, et où on sent bien que dans le lettrisme, il y a ça, dans les sonorités, dans l'emprunt qui est fait aussi au rythmique, etc., à certains chants rituels, à certaines techniques de psalmodiation, etc. Et où donc du coup il y a toujours cette envie d'être à la fois du côté de quelque chose de primitif, de rythmique qui s'adresse directement au corps, et en même temps quelque chose qui serait de l'ordre, voilà, comme tu le disais, de l'avant-garde. Et j'ai l'impression que chez Radu ça se fait plutôt ailleurs, dans plutôt l'humour en fait qu'il a, de la grossièreté, quelque chose qui a à voir avec le sexe, des blagues extrêmement scato, etc. Enfin, surtout dans Dracula, celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu pourront s'en rendre compte par elles-mêmes. Et j'ai l'impression que voilà, c'est cette ambivalence entre quelque chose qui a à voir avec le primitif, ce qui est perçu comme primitif, et l'avant-garde qui est sans cesse travaillée, c'est dans ce conflit-là, et c'est de ce conflit qui est censé procéder une création artistique, un renouveau artistique. Et j'ai trouvé ça assez amusant que le film commence et se termine avec une référence au cuirassé Potemkin, puisque ça fait penser à un film de Radu, un court-métrage qui s'appelle The Potemkinists, où il y a une discussion en fait entre un homme et une femme du ministère de la culture roumain autour d'une grande statue monumentale inspirée de la victoire de Samothrace, qui est une statue moderniste, et autour de laquelle l'homme veut faire un bas-relief qui s'inspirerait du cuirassé Potemkin. Puis donc il y a un long débat comme ça qui s'engage entre la femme, la fonctionnaire d'État et l'illuminé, en quelque sorte, ou le cinéphile sculpteur, on ne sait pas trop. Et en fait, à la fin, ils finissent par tomber d'accord sur un genre de compromis, et il dit ce sera un collage postmoderne. Et c'est un peu comme ça il tope en quelque sorte là-dessus. Et pareil, dans un film autoportrait qu'il fait, il dit mon style, j'en ai pas, c'est comme l'architecture de Bucarest, c'est n'importe quoi. Et il termine le film en filmant des cuvettes de toilettes qui servent de bac à fleurs. Voilà. Et j'ai l'impression que pour moi, ces deux phrases / images figurent exactement en fait un même mouvement qui est à la fois chez Izu et à la fois chez Joudet de ce point de vue-là. Et qui, selon moi, du coup, avec le recul, avec plus de 50 ans d'écart ou 70 ans d'écart, chez Radu Joudet, beaucoup plus conscient aussi, et beaucoup plus conscient d'une culture, pour le coup, qui s'est développée, d'une culture de l'ironie, qui était complètement nouvelle, ou en tout cas qui s'exprimait par des voies complètement différentes dans les années 50, et qui aujourd'hui est passée au tamis d'internet, des mèmes, etc., et qui du coup l'oblige à prendre peut-être 3 ou 4 pas de recul supplémentaires par rapport de fait aux années 50. Merci, je ne vais pas trop pousser cette parallèle. Je pense aussi à cette idée de mettre en scène comme
troll d'Internet, en quelque sorte, qui est préfiguré ici par le film d'Izu. Moi, je trouve hilarant le fait qu'il place toujours ce film dans un rapport d'autopromotion, en quelque sorte, et de plaidoyer prudemment très, très outré pour le lettrisme dès le début, dès ce passage en revue des publications qu'il a fait déjà jusqu'à ce moment-là. Mais en fait, j'ai deux autres questions pour vous avant de laisser la parole au public, car je pense que vous avez aussi des curiosités, des remarques. La première, ce serait par rapport au fait que le lettrisme en soi a été une pratique multiple qui n'a touché pas que le cinéma, mais bien sûr la peinture, la littérature, et qui s'est prolongé beaucoup après ce film, qui n'a pas été prolongé par d'autres travaux cinématographiques de cet ordre par Izu, mais par d'autres, par Maurice Lemaître, entre autres, peut-être le plus connu. Et donc, est-ce que vous pensez aussi qu'il est un film comme ça, précurseur d'une certaine tendance qu'on voit aussi à l'œuvre chez Radoujoude, mais chez beaucoup d'autres gens, d'autres créateurs, créatrices, d'inaugurer une sorte de expanded cinéma, d'un cinéma qui se trouve en dehors de la salle et qui se trouve encore plus, je dirais, ailleurs que dans une salle de cinéma, même dans la rue, même voilà, il y a eu tout un tas de travaux théoriques et pratiques, comme Éric Bulot récemment, sur cette question du dispositif mis en crise, mis en question, et de la potentialité du cinéma, donc, qui se trouve ailleurs que dans la salle et la projection. Donc oui, est-ce que vous pensez que le film anticipe quelque chose, consciemment pas, bien sûr? Oui et non. Donc je pense que dans cette définition de vouloir élargir de ce que c'est le cinéma, le film peut rentrer dans cette catégorie. Mais je pense là où il est vraiment différent, c'est qu'il veut épurer le cinéma de la civilisation. Et du coup, c'est un peu antithétique à ce geste de retrouver le cinéma partout. Si ce que Izu fait, c'est, je ne sais pas, notamment cette tradition ou cette geste de vouloir créer une anti-cinéma. Donc c'est carrément dans ce geste révolutionnaire ou destructeur qu'il se voit lui-même. En même temps, je pense que le film a certainement influencé le cinéma. Notamment, il y avait à Paris, dans la première projection, Chris Marker dans la salle, Godard a vu le film, Eric Romer en a écrit une critique dans les cahiers du cinéma sous un pseudonyme, donc le film était quand même vu par les jeunes auxquels il s'adressait. Et cette technique du montage où le son est désynchronisé de l'image était quelque chose qui ensuite se retrouvait beaucoup dans la nouvelle vague. Donc là aussi, Radou a raison, je pense, y voir cette tradition-là. Par rapport à la relation avec l'expo et le cinéma, je pense qu'il y a peut-être, c'est deux branches peut-être d'une même pensée, mais qui sont développées de manière différente pour des raisons contextuelles, dans le sens où, à un moment donné, là, le personnage de Daniel dit voilà, c'est moderne fumerie d'opium. Donc j'ai l'impression que pour le coup, la tradition lettriste, elle s'inscrit plus dans une tradition littéraire plus ancienne française qui consistait à déclamer la poésie en public, pourquoi pas se réunir en salon, etc. Enfin, une pratique de l'avant-garde qui est quand même plus parisienne, là où l'expanded cinéma tel qu'on l'entend dans son acception américaine, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus liée aux contre-cultures New Age, etc., qui ont quand même un rapport peut-être avec un certain romantisme, en tout cas avec une lecture du romantisme, mais j'ai l'impression que c'est quand même deux lectures assez différentes. Mais après, par rapport à ce qui a suivi, j'ai l'impression que ça procède d'un désir plus large, d'un peu de repousser les limites du montage. C'était dans la fin des années 40, c'est le moment où Alain Resnais commence à faire ses films sur les peintres, justement
en essayant d'étendre pour le coup ce que c'est que la peinture, ce que c'est que l'histoire de l'art, avec l'outil du cinéma comme un outil spéculatoire, enfin, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans l'image, etc., enfin, comme un outil vraiment d'enquête. Donc j'ai l'impression que ça correspond à un moment que, comme dans tous ces textes, Izu essaye de faire sien et aussi de revendiquer comme, de copyrighter presque, parce qu'il y a une conscience très forte de l'histoire, enfin, et de qu'est-ce que c'est l'histoire de l'art et comment faire en sorte que l'histoire te considère comme un tournant. Et c'est très important, j'ai l'impression, dans toute l'œuvre d'Izu et dans ce film particulièrement. Alors, dernière question avant de passer le micro, et qui concerne un peu un état des lieux du cinéma actuel, du cinéma contemporain qu'on fait aujourd'hui, et de comment cette pensée visionnaire, révolutionnaire, messianique qui est mise en jeu là avec beaucoup de bruit aussi, comment vous voyez cette diffusion vers le présent, alors que des mots qui paraissaient novateurs, des approches, etc., se sont généralisés et quand même ils sont devenus, je dirais, peut-être du discours en soi, c'est-à-dire on entend beaucoup répéter à l'envi cette idée de faire du cinéma autrement, des alternatives, c'est devenu presque un cliché en fait. Et comment voyez-vous une potentialité, je sais pas, un moyen de rendre cette pensée, de la rendre à nouveau vif et pertinente en fait, au-delà d'un simple discours, d'une simple rhétorique. C'est une question super difficile, mais en même temps justement, je me faisais la réflexion en regardant le film, dans le sens où je me disais, ah oui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu bibelot d'époque aussi, dans le voilà, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire dans ce délire théorique, dans cette volonté de refonder l'art de zéro après, comme tu disais, après la Seconde Guerre mondiale, après la Shoah, l'idée d'une table rase comme ça, artistique et formelle, qui précéderait une table rase potentiellement politique, même si là c'est peut-être pas là où c'est le plus clair dans le travail d'Izu. Et je me disais que peut-être que ce qui avait eu une postérité théorique et pratique la plus efficace, ça avait été plutôt le situationnisme, donc un mouvement juste qui découle du lettrine d'une certaine manière et qui a beaucoup plus été utilisé à la fois dans ses techniques, y compris pour les détourner, pour en faire des choses contradictoires avec ce que pouvait être le situationnisme. Je pense aux films de détournement tels que Hazanavicius, Vicious, même encore aujourd'hui, a pu faire. Et puis même qui a donné lieu à des remplois dans des des artistes qui critiquaient plutôt la télévision. Je pense à Mathieu Laurette par exemple, qui se revendique situationniste aujourd'hui, encore aujourd'hui. Et du coup, je me demande qu'est-ce qu'on pourrait déduire de la postérité du lettrisme, en tout cas en France. Après, à l'étranger, je pense que là, c'est un cheminement qu'il faudrait faire à l'échelle d'une histoire globale du cinéma expérimental, dont on sait qu'elle est hyper mondialisée, que c'est très difficile de tirer les fils sans interruption et d'attribuer à qui fait quoi, la paternité ou la maternité à qui que ce soit. Donc pour le coup, je saurais pas trop dire, mais oui, j'ai l'impression que ça reste quand même une référence nécessaire pour penser, en tout cas, une refondation. Et puis de toute façon, on est pris dans cette timeline historiographique-là où de toute façon c'est comme ça, c'est le lettrisme qui dicte en quelque sorte la manière dont le cinéma a été... l'image est devenue à la fois l'objet et le sujet du film en soi. Donc, oui, je pense que c'est très difficile pour nous aujourd'hui d'imaginer un spectacle, une performance comme ça. Par exemple, dans le Festival de Cannes, qui qui existe chaque année, et que même s'il y a des hurlements de 10 minutes, ça peut-être ça fait un article dans Le Monde et après le lendemain on va au cinéma et je pense que là dans les années 50 c'était vraiment une époque aussi qui n'était pas figée, où même ce qui est devenu l'élite cinématographique n'était pas encore
établi. Et donc, c'est toujours très intéressant dans ces moments-là de voir se former l'art, de voir ces ouvertures créatives, proposer aussi des œuvres utopiques. Au final, cet messianisme dans le film, je pense que c'est aussi une sorte d'évocation à l'utopie sociale. Donc aujourd'hui, où il n'y a presque aucune conversation qui ne finit pas dans une sorte d'esprit apocalyptique, je pense qu'on est vraiment dans une autre époque. Après, c'est évidemment aux artistes de faire quelque chose avec, et je pense que Radu le fait très bien, mais je n'ai pas vraiment une réponse créative à donner là-dessus. Oui, tout à fait. Je voulais aussi insister sur cette confiance même dans la possibilité de faire les choses autrement et de réellement apporter du nouveau, changer les choses de l'intérieur et décisivement. Est-ce qu'il y a des questions Ouais. Bonsoir. Je suis très contente de me retrouver depuis des années avec M. Issou parce que Frédéric Acquaviva, c'est un spécialiste d'Issou. On s'est rencontrés chez Issou. Je m'appelle maintenant Issou, mais à l'époque, il fallait dire M. Issou. D'accord. Donc, on s'est rencontrés et j'ai m'occupé de M. Issou pendant 10 ans. Il était malade, donc je l'ai rencontré très âgé. Moi, j'étais très jeune. Et j'ai resté 10 ans parce que c'est un homme extraordinaire. Donc ce soir, je suis venue pour lui dire merci, monsieur Issou, parce que c'est l'homme le plus humain, gentil, compréhensif. Il m'expliquait tout le monde intellectuel que je ne connaissais pas en France. Je suis colombienne, je suis venue pour faire les études. Donc il a eu la patience pour me parler, pour m'expliquer des choses. Il m'a parlé toujours de son film. Et donc j'ai quand même fait beaucoup de suivi de lui, j'ai fait beaucoup de publications, de vidéos, mais c'est Acquaviva, le spécialiste, qu'on s'est rencontré chez M. Issou dans les années 90. Donc Frédéric Acquaviva, il a fait beaucoup d'expositions, de publications, il fait un suivi international. Moi, et je ne suis pas spécialiste du cinéma, je ne suis pas lettriste. J'étais toujours une étudiante ou à l'université, doctorat, avec une famille, mais je suis très, très fidèle à Issou parce que c'est un homme extraordinaire, à tel point que dans sa, on dit la tombe, dans le cimetière, c'est marqué, dans, tout le monde va parler. Tout le monde va parler mal de moi et je viens de faire une vidéo avec mon fils qui m'a aidé pour faire le montage parce que j'ai fait des diplômes et je ne suis pas une spécialiste, sinon que j'ai fait des suivis de jeunes, donc mon fils m'a aidé pour le film. Et je l'ai répondu à son... Merci, monsieur Issou. Vous êtes l'homme le plus gentil, le plus humain que j'ai connu de toute la vie. Merci beaucoup, monsieur Issou. Mais je vais juste dire, alors déjà moi j'étais assez surpris de voir qu'il y avait plein de monde, parce que j'ai même failli ne pas pouvoir rentrer, donc je pensais qu'il n'y aurait personne comme d'habitude. Et donc voilà, c'est vraiment super que Radu puisse faire un petit peu la promotion d'Issou, puisque je dois dire que depuis, j'ai découvert ça donc il y a 30 ans à peu près, ça n'a jamais été le cas. Et même Godard, effectivement, comme l'a dit Radu, en fait n'a cité Issou qu'après sa mort une seule fois, quand il était un petit peu acculé comme ça, pour pouvoir un petit peu savoir quels étaient les... Enfin, c'était quand même étrange qu'il n'en ait jamais parlé, quoi. Donc en fait, bon, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire le problème d'Issou, c'est que effectivement, quand on voit le film comme ça, c'est vraiment une des dimensions d'Issou, mais il y en a plein, parce que il y a déjà dans le cinéma, bon, enfin, il y a tout ce qu'Issou a fait avant ce film, qu'il montre un petit peu, et même des livres qui ne sont pas sortis, puisque le dernier qu'il montre, en fait, il met Gallimard, mais Gallimard l'a refusé, donc c'est une maquette qui est sortie après dans une revue, la revue Ur, qu'il a faite lui-même. Donc en fait, le cinéma, c'est un des secteurs, un des domaines qu'il a développé complètement parallèlement à tout le reste, à commencer par la poésie.
Donc on ne comprend pas vraiment en fait la dimension d'Izu quand on ne voit que ce film, mais en même temps je trouve que c'est une... Enfin, en tout cas moi c'était comment dire, la première chose que j'ai découverte chez Izu, non pas en voyant le film parce qu'à l'époque on le voyait nulle part, mais en lisant le scénario qui a été publié par Gallimard en 1964. Voilà. Après, évidemment, dans ce qui se passe, ce qu'Izu annonce à la fin du film, c'est qu'effectivement, il y a tous ces acolytes qui vont également pousser le cinéma dans d'autres retranchements, donc à commencer par Maurice Lemaître avec La place des spectateurs, etc., le Saint Cinéma, le film est déjà commencé. Mais tout de suite après, Gilles Volman, en 1951, avec l'Anti-Concept, qui est un film aussi extraordinaire, puisqu'il n'y a plus du tout de représentation, c'est simplement un effet flicker comme ça sur un ballon sonde. Le film de Debord, que tout le monde connaît, et le film de Dufresne, qu'on voit donc, au début de la troisième partie, qui est en fait la description, la lecture du scénario en fait, et des éléments visuels. Et après, Izu aussi fait un débat, un film débat, c'est-à-dire qu'en fait on a tendance aussi à considérer à connaître Izu et le cinéma que par ce film, mais en réalité il a fait une trentaine de films qui ne sont pas vraiment des films du tout comme ça, puisque en fait après ce sont plutôt des protocoles, par exemple des espèces plus proches d'un cinéma plasticien de performance. Par exemple, on lit son texte Initiation et volupté en prenant n'importe quel film dans la cabine de projection et en diffusant les films. Ce genre de choses en fait qu'il va faire, mais également un film qui s'appelle Amos, qui est un film qui est publié sous forme d'un livre. Donc voilà, il y a plein d'autres choses, mais en fait, à vous écouter, en fait, je me disais tout de même, évidemment on fait des ponts, mais il faut quand même voir que ce film il a 74 ans, donc forcément je trouve ça complètement délirant. Évidemment c'est un peu vieilli sous certains aspects, mais vraiment l'intérêt c'est la puissance de la forme et de tout ce qu'il apporte et tout ce qu'on voit partout ailleurs dans le cinéma. Juste après Izu, en fait, à commencer par Stanley Brakhage, qui considère que c'était son film de chevet, donc il a vraiment eu vraiment une destinée assez souterraine, effectivement, puisque comme vous l'avez dit, je ne sais plus qui, Izu n'a eu sa rétrospective au Centre Pompidou que 12 ans après sa mort, mais le film a quand même été un peu connu assez vite, puisque je crois que d'ailleurs Bobo l'avait acheté en 1976. C'est un peu ce qui est connu le plus d'Izu, mais il a fait à peu près 1000 peintures, il a fait 200 livres, donc c'est une œuvre considérable. Voilà. Eric Rohmer a écrit un article entre 1952 dans les Cahiers du cinéma, donc très contemporain du film quasiment. On pourrait s'étonner que Eric Rohmer, connaissant l'homme et le cinéma qu'il a fait, que Rohmer s'intéresse à Izu. Il a écrit donc un article dans les Cahiers du cinéma en 1952 qui s'appelle Izu, les choses telles qu'elles sont. Et en 1983, au cahier, j'ai republié l'ensemble des textes de Rohmer sous le titre Le goût de la beauté, qui était le titre d'un de ses articles. Et quand nous nous sommes vus, il m'a dit, vous choisissez dans les œuvres, dans les textes, ce que vous voulez. Je n'ai aucune exigence. C'est vous qui faites ce livre, moi je suis d'accord, composez-le comme vous voulez. Je tiens à une seule chose, c'est que vous repreniez en 83 mon article sur Isidorisme. Donc il y tenait absolument. Mais, effectivement, c'est le seul qui en a parlé comme ça dans les cahiers, parce que par ailleurs, il y a eu beaucoup d'articles dans la presse généraliste sur le film, et tous les articles étaient mauvais en fait. Et ce n'était pas le cas, je me souviens effectivement du texte de Rohmer, mais c'est pareil, ça fait très longtemps que je l'ai vu, mais le premier film de Rohmer, je ne sais plus comment il s'appelle, de 1959, qui se passe dans la rue aussi, en fait, je veux dire, il y a aussi un rapport lointain quand même avec ce film, je trouve. D'ailleurs, dans son article, visiblement, tout ce qui est graffiti sur la pellicule, poinçons, etc., n'intéresse pas beaucoup, mais il dit que toute la première partie est pour lui admirable, et il dit les déambulations de Debord dans Saint-Germain-des-Prés ont une qualité de présence que j'ai rarement vue dans des films. Donc
tout ce côté, finalement, paradoxalement presque basinien, hein, documentaire, où on suit de bord, on voit les lieux, les rues, les noms des rues, etc. Et c'est la partie qui visiblement intéresse Rohmer. Et effectivement, quand il filme ensuite une étudiante dans Paris, se promenant, ou dans cette chaîne de Pont-Message, ou dans tous ses films, il y a cette qualité documentaire qu'il admire beaucoup. Et donc, paradoxalement, il extrait de bord du cinéma d'avant-garde, etc., de Robert Cage et autres, en disant non, il est tout à fait exceptionnel, je ne le mettrai pas dans ce courant, pour moi il est absolument inclassable. Je suis d'accord avec vous, mais sauf que vous confondez Debord et Izou, donc parce que vous citez Debord à la place d'Izou, ce qui est assez marrant, parce qu'effectivement Debord a beaucoup pris avec ses qualités, etc. Mais je veux dire, c'est assez étonnant aussi que Izou soit vraiment à ce point méconnu, mais bon, c'est aussi normal vu le nombre d'œuvres et la difficulté aussi de pénétrer son univers. Pardon, il me semblait important de rendre hommage à quelqu'un qui est décédé en juin dernier, qui s'appelait Marco, et qui a assisté et participé à la production de ce film, et qui était quelqu'un issu du lettrisme, qui a quand même fait un cinéma relativement conventionnel, ou en tout cas Closet Vision, étant peut-être le plus expérimental, mais autrement un film sur les yéyés assez classique. Mais voilà, c'est quand même quelqu'un qui a énormément compté et qui était encore présent dans le Montreuillois jusque dans ces dernières années. Voilà, il m'a en jaune. Effectivement, Marco avait une grosse importance. Moi, je ne suis pas du tout grand connaisseur de l'œuvre d'Isidore Izou, mais ce que je trouve est très fort dans le film, c'est que c'est évidemment un grand film de rupture et d'invention formelle, mais qui crie énormément son dépit de l'état du cinéma et du fait qu'il faut un geste révolutionnaire pour le revitaliser, je ne sais pas très bien. Et c'est vrai que moi, je trouve, devant le film, je me disais, ce truc de discrépant, de rupture entre l'image et le son, alors que moi, je trouve que le film, en tout cas dans ce film-là, il utilise à plein l'évocation des images qu'il utilise, même s'il utilise beaucoup de chutes, apparemment qui viennent de choses récupérées, de films, d'actualité ou de je sais pas quoi, qu'il utilise. Il utilise, il y a plein de moments où ça semble très, très évident, il sait très bien à quel point ces images-là, des images de bateaux, des images de marins, il sait très bien qu'il y a une résonance entre les images et son texte, quoi, et les images de son texte et les émotions qu'il veut partager, ses envies de rupture, quoi. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que le film est assez fort, c'est que mine de rien, il a peut-être que, apparemment son cinéma après va beaucoup évoluer, mais il est très attaché j'ai l'impression, à un truc très juste, c'est surtout ça le truc, c'est qu'il y a tout un moment où il crie contre les photographes, il dit le cinéma ne doit pas être un art de photographe, et en même temps je trouve qu'il utilise à plein la puissance de l'image et qu'il en a beaucoup besoin dans ce film, et que même et que les moments où il y a on entend les poésies, moi je trouve le plus fort, où il y a les poèmes les tristes qui sont dits et sur des images, il y a un effet de clip, quoi, où là pour le coup, par rapport au son des poèmes qui sont dits et par rapport au scratch sur l'image, il veut créer un effet il veut fabriquer une image qui impacte autant que le son, j'ai l'impression. Donc il est très... je trouve que le film à l'intérieur, dans sa proposition même, fabrique aussi des contradictions avec son discours, quelque part. Parce qu'il a quand même envie de produire une émotion. Devant le film, c'est pas que donner à entendre son manifeste, j'ai l'impression. Et
Isidore Isou, il a fait beaucoup de apports, soit le cinéma, soit les romans, soit la peinture, et beaucoup de choses, pas seulement le cinéma. Quand même, c'est incroyable que ce n'est pas très connu en France, parce que, comme disait Federico Acquaviva, il a publié plus de 200 livres. Avec lui, j'ai fait beaucoup de titres, j'ai organisé beaucoup de ces publications. Donc, dans la peinture, il a fait la publication de l'impressionnisme jusqu'au lettrisme, publié pour le musée d'art moderne. Il a publié beaucoup de romans, beaucoup de la poésie, c'est le fondateur du lettrisme et de la poésie lettriste. Donc, c'est dommage qu'un personnage aussi qui a fait toute sa vie en France soit pas très très connu et elle a laissé une œuvre monumentale. C'est très 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 riche. C'est-à-dire en toutes les branches du savoir, comme le dernier livre qu'il a publié, c'est le dernier. Donc, il fait les récapitulations de toute son œuvre. Donc, c'est le dernier livre qu'il a écrit, où je m'occupais de lui jusqu'au dernier jour. Il s'est publié en France. Mais peut-être simplement pour rebondir sur ce que vous disiez sur le film, j'ai l'impression que, enfin, peut-être que ce qu'on pourrait considérer, c'est que justement l'enjeu du montage discrépant, c'est pas forcément une déconnexion totale, c'est justement ce que cette déconnexion crée. Bien que je suis d'accord, il y a des effets parfois le mot illustration serait mal choisi, mais en tout cas, notamment quand il parle du cuirassé, des échos, voilà, des rimes. Quand il parle du cuirassé Potemkin et que voilà, on voit ses propres jambes et un landau. Donc du coup, oui, j'ai l'impression que c'est là que c'est censé se jouer, dans une nouvelle manière de faire le lien entre les deux. Voilà. Je sais que j'ai un peu oublié le reste de votre remarque, mais voilà, j'étais d'accord. Merci beaucoup pour vos riches interventions. Ça va être la dernière remarque, question s'il vous plaît. Oui, je voulais faire part de mon désaccord par rapport à l'impression exprimée par le spectateur. Je trouve qu'il y a la résonance, elle existe pour la première partie, la partie théorique, mais après, en fait, il n'y a aucune résonance. Quand on compare avec les films de Debord, on voit que Debord a été fait une démarche en arrière, c'est-à-dire que tous les chutes qu'il a utilisés sont strictement dans un rapport de résonance avec le texte. Là, en fait, les films colonialistes et de pêche sont totalement indifférents au discours, qui nous captent complètement, et on aurait pu avoir n'importe quoi en visuel, on se serait c'est totalement indifférent. Le visuel est devenu indifférent. Et d'une certaine manière, c'est un échec. Parce que la réussite, à partir du moment où on quitte la partie théorique, la réussite, c'est que tout simplement, on a affaire à une analyse autobiographique des rapports amoureux. Le texte en est d'une limpidité et d'une sûreté égale à celle de Proust. Et on n'a que ça à l'oreille. Et tout le dispositif formel auquel on a droit est totalement évacué et on s'en fiche complètement. C'est pas tout à fait vrai, il y a quand même des scènes où il filme des personnes visiblement de son entourage, il y a des scènes quand il évoque directement un des personnages féminins, on voit une femme qui est filmée, où c'est visiblement du tournage là, du film, il est quand même pas... Vous citez les deux exceptions à mon jugement. Il y en a plusieurs. Quand il parle des poètes, il y a Cocteau, Oui, mais il y a un défilé des personnages célèbres dont il a cherché à se faire introniser, ça c'est systématique, effectivement, ça c'est signifiant. La femme, les deux femmes qui apparaissent également, bon, donc effectivement, mais là ce sont des images tournées, ce ne sont pas des images récupérées, ce ne sont pas des chutes.
Oui, mais les images récupérées, elles peuvent résonner autrement avec des moments... Non, elles ne résonnent pas. Écoutez, revoyez la Société du spectacle et Indie Room, et là, vous verrez un travail méticuleux. À chaque image récupérée, il y a un effet de résonance. Et comparé à cela, vraiment les images de pêche et de colonialisme vietnamien, de chinois, on sent, par rapport à la force de ce qui est dit sur le plan psychologique des rapports hommes-femmes, ces images-là sont totalement anodines et inconsistantes. C'est comme si elles n'étaient pas là, en fait. Ça n'a aucun rapport, de toute façon, ça fait Debord après. Je parlais de Debord, mais c'était le premier Debord, celui qui a vu ce film, qui a fait vraiment faire de Sade. Voilà, effectivement, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'au fond, il peut mettre n'importe quoi, c'est précisément le discrépant. Voilà, donc ça n'a aucun rapport. Après, évidemment, quand on utilise de l'aléatoire, on crée du sens partout. Par exemple, les poèmes lettristes, tout le monde retrouve du sens. L'esprit, spécialement français d'ailleurs, veut mettre du sens partout. Donc, on crée nous-mêmes du sens, des rapports. Moi, j'ai travaillé sur je connais très bien le film, j'ai vu, je sais pas, peut-être 50 fois, et j'ai travaillé notamment sur la masterisation du son pour le DVD de revoir il y a 20 ans, et donc j'en avais ras-le-bol au bout d'un moment, même si je l'adore ce film, mais parce qu'effectivement on met du sens, on voit des rapports de synchronisation, mais c'est inévitable. Mais en vérité, c'est pas du tout ça le propos d'Izou. Le propos d'Izou, c'est la nouvelle beauté de l'image qui est ciselée. Et moi, évidemment, on l'a vu plein de fois maintenant, donc on a peut-être un peu du mal, parce qu'on voit dans n'importe quel clip, dans les films d'Assayas, etc., ou n'importe qui, mais je veux dire, en 1951, il faut quand même regarder ce qu'était le cinéma à l'époque, je ne sais même pas dire les noms des trucs qui étaient à l'affiche, mais je veux dire, avoir subitement des trucs comme ça rayés dans tous les sens, c'était quand même assez hallucinant. Alors après, il y a des images, effectivement, où ça n'est pas rayé, on voit les images, c'est tout simplement parce qu'ils montrent... selon lui, la novation des nouvelles tronches des lettristes, c'est-à-dire on voit le maître, on voit Dufresne, on voit Marco aussi, qui a un peu de recul comme ça, ou alors on voit sa tête dans Saint-Germain-des-Prés, donc là effectivement il ne va pas se ciseler lui-même, mais il cisèle tout le reste aussi, pour aussi je pense des questions de copyright, c'est-à-dire les trucs dans les chutes, pour éviter d'avoir des procès, etc., parce qu'il avait aussi peur des procès, Izou. Étant, il n'était pas français aussi, donc il avait peur d'être envoyé en Roumanie. Il y a plein de dimensions. Le dernier livre qu'il a publié, c'est La Créatique et la Novotica, où il met toute sa pensée et toutes les branches du savoir qu'il a créé. Merci beaucoup pour ce riche débat.